Charles Nana, bonjour. Bonjour. Alors, il y a du nouveau dans le dossier rwandais. Le président Macron a fait son discours dit historique, où il reconnaît, alors c'est pas clair, il reconnaît une responsabilité de la France, il dit que l'armée n'y est pourtant pour rien. Pour toi, c'est quoi? C'est un acte de trahison? C'est l'acte brouillon d'un président qui a besoin de se refaire à l'international? C'est un acte d'allégeance à Kagame et aux différents réseaux kagamistes? Comment t'interprètes ça, toi? La réaction du président Macron au Rwanda, c'est d'abord un acte politique fondamental. Un acte politique qui, je pense, correspond à sa vision des choses, à sa lecture des choses par rapport au rôle de la France en Afrique probablement, mais en particulier dans sa vision des choses, dans la relation, la possibilité de voir la relation entre le Rwanda et la France évoluer. Je veux dire très clairement et très simplement que je n'ai pas bien compris la teneur du message. Je viens reconnaître nos responsabilités. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Parce que quand on dit qu'on reconnaît les responsabilités de la France, ça signifie que ces responsabilités sont clairement établies. Et par qui? Pour l'instant, les responsabilités qui sont imputées à la France, ou en tout cas à ce qui pourrait être le gouvernement de cohabitation de 1994, ou en tout cas ce qui relève de la présidence de François Mitterrand, de 1990 à 1994, n'a jamais été établi par aucune juridiction, ni nationale ni internationale. Donc, pour reconnaître des responsabilités, c'est-à-dire de reconnaître des fautes qui auraient été commises, il aurait fallu établir ces fautes de façon explicite. Pour l'instant, il n'y a pas d'énumération de fautes, il n'y a pas une description très claire et très précise des fautes qui ont été commises. Donc, pour moi, à ce niveau-là, il y a déjà un problème. Et ce n'est pas le président Macron qui a créé ce problème. Il a une généalogie dans la démarche politique. Et cette généalogie, c'est Nicolas Sarkozy. C'est lui qui est le premier chef d'État français à être allé au Rwanda parler des fautes de la France. Et quand il fait cette déclaration, on oublie qu'au moment des événements de 1994, il était porte-parole du gouvernement. Et en tant que porte-parole du gouvernement, il n'a jamais démissionné de ses fonctions parce que la France aurait commis des fautes. Il ne s'est jamais indigné publiquement des fautes qui auraient été commises par le gouvernement qu'il servait. Encore moins par le président de la République, François Mitterrand. Donc quand il va reconnaître des fautes au Rwanda en 2010, il ne nous dit pas de quelles fautes il s'agit. Et le président Macron il poursuit sa démarche avec la même logique. Le problème, et c'est là la grande difficulté pour tout le monde en France et en Afrique de comprendre quelle est la position de la France, c'est que le Premier ministre de l'époque, M. Édouard Balladur, dit que la France n'a pas commis de faute. Et il a des éléments qu'il précise, qu'il détaille, pour expliquer que non seulement lui, il ne voulait pas que la France ou les militaires français entrent en conflit ouvert avec les troupes de Paul Kagame, et on a suffisamment de documents d'archives qui l'attestent. Quant aux fautes et aux responsabilités, on n'a aucun document en face qui l'atteste et qui le prouve. Donc, on est devant une situation qui est celle de l'ambiguïté.
Le problème, c'est que ce soit le président Sarkozy ou le président Macron, ils sont dans une relation particulière avec le Rwanda qui, faut-il le rappeler, ne pèse absolument rien dans les relations franco-africaines. C'est-à-dire que les relations franco-africaines, on a des grands pays francophones, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, le Gabon, le Cameroun, plein de pays en Afrique francophone qui ont toujours pesé, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Le Rwanda ne pèse ni dans l'un ni dans l'autre. Qu'est-ce qui peut donc justifier cet aveuglement? Parce que là, moi, je renvoie le terme qui a été utilisé vis-à-vis de François Mitterrand au président Sarkozy et au président Macron. Qu'est-ce qui justifie cette espèce d'aveuglement à l'égard du Rwanda et de Paul Kagame en particulier? Ça, je pense que c'est une question à laquelle les deux chefs d'État devraient répondre, en tout cas pour permettre au peuple français de comprendre de quoi il parle. Parce que quand on formule ce type de propos, quand on l'exprime comme ça a été exprimé, parce que dire qu'on reconnaît des fautes commises par la France, c'est que la France a commis des choses graves. Quand on dit qu'on va reconnaître et assumer les responsabilités, ça signifie que le poids de ce qui est à assumer et à reconnaître est très lourd. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Et ça me pose question en tant que politologue. Surtout que dans le même discours, la principale force que la France utilise dans le dossier rwandais, enfin les deux principales forces sont la diplomatie et son outil militaire, particulièrement d'interposition vis-à-vis des populations. Alors, et Emmanuel Macron dit bien que les armes françaises sont innocentes. Il le dit lui-même dans ce discours. Absolument, et il reconnaît également les accords de paix d'Arusha. Mais les accords de paix d'Arusha, c'est une initiative de la diplomatie française qui a été appuyée par les Américains, par les Britanniques, par les Ougandais et par le FPR de Paul Kagame lui-même, puisqu'il y a une lettre du Front patriotique, du président du Front patriotique rwandais, Alexis Kanyarengwe, qui se trouve dans les archives françaises. On s'est abstenu de la rendre publique dans le rapport du clerc, comme un certain nombre d'autres documents qui auraient dû être rendus publics pour que les gens puissent se faire une opinion. Et pas qu'on interprète les archives de l'Élysée pour une masse de personnes comme si les Français, les Africains ne savaient pas lire et écrire. Donc, il fallait rendre public les échanges. Parce que quand on parle d'aveuglement, il faut rendre public les documents qui justifient ou qui expliquent l'aveuglement. Mais si on l'exprime, ben évidemment, l'effet qu'ont ces propos dans l'opinion donne l'impression que la France a commis des fautes extrêmement graves. C'est valable en France, mais c'est aussi valable en Afrique. Or, moi, je dis, c'est peut-être possible que la France a commis des fautes, puisque c'est un chef de l'État qui le dit. C'est peut-être possible qu'il faille reconnaître les responsabilités françaises au Rwanda, mais de grâce, listez-nous ses fautes et ses responsabilités. Au moins, publiez les documents qui peuvent permettre au peuple français et au peuple d'Afrique de voir et de comprendre. Mais quand vous ne produisez pas ces éléments et que vous tenez le discours politique, donc on est dans une posture politique, on n'est plus dans une posture historique. En tout cas, il y a un problème de scientificité, parce que si on prend le rapport Duclerc est un historien de l'affaire Dreyfus, de facture universitairement reconnu comme moyen, en tout cas par rapport à sa biographie de Jaurès, médiocre, et je crois que le co-rédacteur est un spécialiste de littérature arménienne. Absolument. Donc, on est un peu loin je n'ai pas un doc de géographie, mais on est un peu loin. L'Arménie et l'affaire Dreyfus, on est un peu loin de l'Afrique des Grands Lacs. Bon, je me pose la question de savoir, si j'avais été, moi, désigné dans une commission sur la question arménienne, que je respecte énormément, étant spécialiste des questions africaines ou des relations franco-africaines, mais
il y aurait eu une indignation. Les gens auraient été outrés, enfin, outrés pas peut-être par rapport à ma personne, mais par rapport aux compétences que j'affiche dans le dossier. Donc, comment toute une commission peut être créée? On aurait dû faire semblant, au moins, de mettre des gens qui ont flirté avec des dossiers africains sérieux ou avec des dossiers franco-africains sérieux dans cette commission. Mais ce qui est pire, et qui est très grave encore, c'est que on interroge des gens qui ont fait 2 mois au Rwanda. Donc on prend un des officiers qui est le plus critique sur le rôle de la France et sur l'action de la France au Rwanda, qui a passé 2 mois. Et donc, les propos ont été démontés scientifiquement par moi-même, dans une thèse de doctorat. Ce monsieur, il dit des choses, il a dit par exemple, parce qu'on est sur les fautes, il dit par exemple que l'armée française a livré des armes aux génocidaires. Moi, j'examine, je ne trouve aucune trace. Mais pire, les Américains qui soutenaient l'OFPR disent clairement dans un rapport, pas de n'importe qui, de l'ancien secrétaire d'État aux affaires africaines, M. Mouze, qui dit que la France n'a jamais livré des armes aux génocidaires rwandais. Pourquoi le dit-il? Parce que cette rumeur avait été répandue. Quelle est la source de cette rumeur? C'est Human Rights Watch qui avait répandu cette rumeur dans la presse, et j'ai retrouvé le nom du consultant de Human Rights Watch qui a publié cette information en 1994 dans un grand nombre de journaux américains. Voilà la source de cette affaire de livraison d'armes. Cette fake news va être reprise en boucle par tous les médias français, sans que jamais quelqu'un daigne de la vérifier. Moi, j'essaye de la vérifier, tout simplement, en me disant, mais écoutez, pour livrer des armes à des génocidaires, il faut qu'on voit le lieu où ça a été livré, qu'on identifie les militaires français qui ont livré des armes, qu'on identifie ceux qui ont ou qui auraient reçu ces armes-là. Et vous n'avez personne qui a livré les armes, vous n'avez personne qui les a reçues. Et vous ne savez pas quel est l'appareil qui les a transportés. C'est quand même grave. Donc, moi, j'apporte ces éléments et tout le monde se tait. Personne ne parle. Et on dit, bon, écoutez, il faut éviter des propos qui sont... mais moi, ce n'est pas des propos. Je vérifie les faits. Et dans le rapport du clerc, il n'y a pas de faits sur les questions de livraison d'armes. Rien. Mais c'est repris dans tous les médias. Deuxième élément important. On dit que, ce monsieur, il dit que les Français auraient laissé s'échapper des génocidaires au Congo. Mais ce qui est complètement aberrant. C'est aberrant comme accusation. Mais pourquoi c'est aberrant? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que il y avait une guerre entre les 2 parties, entre Hutu et Tutsi. Et la rébellion Tutsi dirigée par Paul Kagame occupait au mois d'avril, je dirais, quasiment la moitié du territoire rwandais. Le 9 avril, c'est-à-dire que le gouvernement intérimaire qu'on accuse d'avoir commis le génocide, je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement intérimaire qui ont été acquittés de tous les chefs d'accusation par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et personne ne le dit. Bon, on continue de dire le gouvernement génocidaire. Donc, bref, quand on parle dans la généralité, les gens, c'est bien de ne pas préciser les choses. Mais moi, j'essaie de les préciser. Et donc, ce gouvernement a été chassé de la capitale. Le 8 avril, il n'était plus à la capitale. L'OFPR avait réussi à chasser ce gouvernement qui s'est reconstitué dans la province. Et les ministres étaient convoqués par des communiqués à la radio. C'est comme ça qu'il a été constitué. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un lieu physique pour soit organiser des conseils des ministres ou pour fonctionner tout simplement. La guerre avait déjà pris le dessus sur la gestion de l'État.
Voilà la situation sur le plan militaire. Donc l'OFPR occupe la majorité du territoire. Et avant que l'armée française n'intervienne au mois de juin, l'OFPR, quand vous regardez les positions strictement militaires, vous regardez que l'opération sur quoi s'est déployée à l'ouest du Rwanda, au sud-ouest du Rwanda, pratiquement à la frontière du Congo. Donc toute la partie nord, toute la partie est du Rwanda et sud-est du Rwanda étaient largement occupées par les troupes de Paul Kagame. Ça, ce n'est pas de la politique, c'est l'action militaire. Et dans la stratégie militaire, j'ai compris que le FPR était en train de pousser toutes les populations vers l'est du Congo. Pourquoi? Parce que l'objectif était d'occuper les mines de diamants, de coltan et des richesses du Congo qui sont pillées depuis 27 ans. Voilà le fond du problème. Et donc, la France n'avait donc pas besoin de laisser passer les gens vers le Congo. Le FPR poussait les populations vers le Congo. Et toutes les images, et je demande à tous ceux qui ont encore un minimum de curiosité intellectuelle et qui sont encore un peu passionnés par l'effort intellectuel, de regarder les images de l'époque. Ils vont voir que femmes, enfants, vieillards fuient massivement vers le Congo. Pourquoi? Parce que les frontières du Burundi, de la Tanzanie étaient fermées par les troupes du FPR. C'était une stratégie militaire, c'était une action militaire qui visait à pousser les populations dans une direction. La deuxième raison, c'est que les Français ne pouvaient pas organiser la fuite des gens parce que si déjà les Africains ont du mal à reconnaître un Tutsi d'un Hutu, comment un Français qui n'a jamais mis les pieds au Rwanda, qui débarque avec l'opération turquoise, va arriver à distinguer que celui-ci est Tutsi, celui-ci est Hutu, celui-ci a commis le génocide, celui-ci n'a pas commis le génocide, celui-ci est auteur de crimes contre de massacres de civils, celui-là n'est pas... Comment? C'est-à-dire, il faut se remettre dans le contexte, ne serait-ce que sur le plan psychologique, pour comprendre qu'il est difficile, je ne sais pas si aujourd'hui il est très facile pour un Français de distinguer un Auvergnat d'un Breton. Donc, c'est quand il arrive au Rwanda qu'il va facilement savoir que celui-ci est Hutu, celui-ci est Tutsi. Mais plus c'est énorme, plus ça passe. Et c'est ça qui m'étonne dans cette histoire-là. Et moi, je dis donc qu'on est dans une configuration où les accusations qui sont lancées, je répète, toutes ces accusations, l'essentiel de ces accusations est fausse. Et tant que les chefs d'État français, en tout cas les deux, Nicolas Sarkozy et le président Macron, vont aller et reconnaître les fautes et assumer les responsabilités, eh bien, ils rendent un très mauvais service à la France et un très mauvais service à l'Afrique. Parce que j'ai encore beaucoup d'estime pour le comportement du président Chirac et de François Hollande, qui ne sont pas du même bord politique, mais qui, vis-à-vis du Rwanda, ont gardé la distance nécessaire. Je préfère encore cette distance-là, qui est une attitude soit de neutralité, soit de méfiance, soit de réserve, mais qui ne participe pas de la falsification de l'histoire. Parce que là, les deux chefs d'État français, que sont Sarkozy et Macron, le président Macron, je crois qu'il ne comprend pas très bien le dossier. Je peux lui accorder, n'est-ce pas, le crédit d'être arrivé très jeune en politique et encore dans les dossiers franco-africains, mais le président Sarkozy, il a été porte-parole du gouvernement. Il a été au sein du RPR à l'époque. Donc, il aurait dû avoir au moins des collègues pour essayer de lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, je pense que lui, il est allé en connaissance de cause complètement. Donc, quand il va parler des fautes, mais il participe de la falsification de l'histoire franco-africaine sur le dossier rwandais. Mais je ne comprends pas qu'il n'ait pas pris au moins exemple sur Jacques Chirac ou sur François Hollande pour se dire, si ces deux chefs d'État n'ont pas
pris la position que nous sommes en train de prendre, est-ce qu'ils avaient plus de données que nous pour pouvoir avoir cette posture politique? Ce manque de prudence, de réserve et je dirais de hauteur de vue sur une question qui est d'abord une question géopolitique et pas une question de politique intérieure française, me pose beaucoup de questions sur les ambitions de Nicolas Sarkozy et du président Macron au Rwanda. On ne comprend pas ce qu'ils sont en train de vouloir construire. Si c'est pour vouloir reconstruire la francophonie, c'est raté. C'est complètement raté. Parce que le Rwanda n'a que le mépris, beaucoup de mépris pour les dirigeants français. Je rappelle deux choses, deux faits qui sont passés un peu inaperçus, mais qui méritent que les gens pourront vérifier. Quand le président Sarkozy s'était rendu en février 2010 au Rwanda, qui l'a accueilli? Le chef du protocole de Paul Kagame, qui était mis en cause dans le dossier de l'attentat à Paris. C'était d'abord Kouchner, Kouchner qui a été reçu par le chef du protocole, et ensuite il y a eu un ministre qui est venu accueillir le président. Bon, on arrive, quand un ministre des Affaires étrangères, Kouchner se déplace, en tant que ministre français des Affaires étrangères, et qu'il est accueilli par le chef de protocole de Paul Kagame, qui est sur la liste des suspects qui auraient commis l'attentat contre les Français, moi, ça me pose question. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, quand le président Macron se rend au Rwanda, il est reçu par le ministre des Affaires étrangères. Mais des présidents qu'on considère qui auraient été frappés par une sorte d'aveuglement, François Mitterrand, Jacques Chirac, mais ces deux présidents, mais dans aucun pays en Afrique, on se serait permis d'envoyer un ministre des Affaires étrangères les accueillir. C'était inimaginable, c'était impensable. Mais quand on a ce schéma-là, on comprend le niveau d'estime que certains dirigeants français, certains dirigeants africains, donc celui que la France adule le plus actuellement, quel niveau d'estime il a pour les chefs d'État français? Jamais Jacques Chirac aurait été accueilli par un chef de protocole ou un ministre des Affaires étrangères. Jamais. Mitterrand, n'en parlons pas. Non. Quand on arrive à ce niveau-là, je pense que les Français devraient se poser la question de savoir quel est le niveau de respectabilité qu'aujourd'hui Paul Kagame a pour les Français et pour les dirigeants français en particulier. Le fait d'avoir porté des accusations erronées contre des militaires français pendant des années, quand on est chef de l'État et qu'on est chef des armées, on ne va pas reconnaître ses fautes au Rwanda sans demander de contrepartie. On ne va pas assumer des responsabilités au Rwanda sans demander qu'on s'excuse d'avoir porté des accusations honteuses contre des militaires français de l'opération turquoise pendant des années, pendant 25 ans. Ça a duré quand même 25 ans. Bon, alors, je pense qu'on a atteint toutes les limites de l'acceptable. Bon, on peut faire de la politique, politicienne si on veut. On peut faire la diplomatie de pacotille si on veut. On peut faire, je dirais, des alliances contre nature si on veut. Mais un peu de décence. La France est un pays membre du Conseil de sécurité, à ce que je sache. Et les pays francophones qui apportent des voix à la France quand elle a besoin de voix au Conseil de sécurité n'ont pas la taille du Rwanda et n'ont jamais affiché le mépris que le Rwanda affiche vis-à-vis des Français. Donc on doit se comporter en personne civilisée là. Donc si on veut nous faire comprendre que le respect sur le plan diplomatique d'un chef d'État vis-à-vis d'un autre chef d'État ou d'un pays à un autre pays n'est plus important, alors, bon, écoutez, encensons ceux qui commettent les coups d'État partout, acceptons que les dirigeants français disent n'importe quoi sur les dossiers franco-africains, et puis comportons-nous avec peu d'élégance et peu de respect, peu de considération, et pour la France et pour l'Afrique, et puis, bon, je pense que les vaches se porteraient très bien. Mais ça me pose question. Et tous les Africains qui regardent ce qui se passe avec le Rwanda sont atterrés.
sont atterrés, ceux qui connaissent les dossiers, pas ceux qui répètent comme des perroquets ce que disent les médias français. D'ailleurs, la France reste le seul pays aujourd'hui dans ce dossier qui est accusé et malmené par ses propres concitoyens. Les Américains, vous vous souvenez, dans la guerre irakienne, tout le monde est établi quand M. Hans Blick, le chef des opérations de désarmement, avait publié un livre, il a dit qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Mais la presse américaine ne s'est jamais comportée comme la presse française s'est comportée avec les dirigeants français sur le Rwanda. Il était de notoriété publique, c'était reconnu dans le monde entier que les Américains avaient menti. Jamais vous avez eu cette espèce de dénigrement général que vous avez dans les médias français vis-à-vis de leur pays. Mais les Britanniques, qui étaient également dans d'autres affaires similaires, reconnus comme avoir commis des fautes, mais jamais la presse britannique ne s'est comportée comme la presse française. Donc il y a un problème. Il y a un problème très sérieux en France dans la façon dont on se comporte vis-à-vis de son pays. Et il y a un problème dans la façon dont on choisit ses amis en Afrique. Parce que, en plus, si c'est celui-là qu'on trouve comme le dirigeant exemplaire, vous comprenez que quand les dirigeants français vont aller au Congo parler de démocratie et de droits de l'homme, tous les Congolais vont rire aux éclats en se disant, mais pourquoi on vient parler des droits de l'homme ici alors que on va cirer les chaussures imbibées de sang du chef de l'État rwandais, qui est reconnu dans toute l'Afrique aujourd'hui comme un criminel de guerre. Donc, vous voyez, ce genre de messages, tous ces signaux-là, on est à un tournant important où les questions géopolitiques en Afrique sont devenues importantes, où les relations entre la France et l'Afrique sont importantes. Il faut avoir le niveau des enjeux. Je le dis sans prétention aucune, mais comme un observateur, quand même assez averti de ce qui se passe. La France ne peut pas, ou les dirigeants français ne peuvent pas rehausser l'estime ou la considération de la France en allant courber les chines à Kigali. Il faut qu'ils comprennent. Peut-être que du haut de là où ils sont, ou dans leur tour d'ivoire, ils ne comprennent pas. Mais on est un certain nombre de personnes avec... moi, j'échange avec des anciens présidents, avec des anciens ministres ou des ministres en exercice. Ils me parlent. Ils posent tous la question, mais pourquoi la France descend si bas au Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda leur apporte? C'est la question. Et c'est la question qu'il faut que, par exemple, les Français posent. Mais pourquoi vous êtes si attachés à ce pays qui insulte nos militaires, dont les dirigeants insultent constamment nos militaires, insultent les dirigeants, traitent la France de tous les noms, et vous allez... Dernière question. Il y a pourtant une base textuelle qui a été complètement négligée par le rapport, par Macron, etc. Et pourtant, Dieu sait que ces gens-là sont des verbeux quand il s'agit d'internationalisme, mais il y a le tribunal pénal international qui a fait litière de beaucoup des accusations formées par Kigali contre la France. Écoutez, ça c'est une très bonne question. Pourquoi le Rwanda, qui a eu toute la latitude de déposer des dossiers accablants, ne s'est jamais présenté avec un dossier français devant le tribunal pénal international? Près de 25 ans de procédure, plus de 20 ans, enfin près de 20 ans de procédure dans cette juridiction internationale. Parmi les accusés, que ce soit ce qu'on a considéré comme les génocidaires ou ceux qui ont été acquittés, si les fautes étaient donc si lourdes, si les responsabilités étaient si lourdes, mais pourquoi le Rwanda n'est pas venu avec un dossier bien ficelé devant le tribunal pénal international? La France aurait été couverte de honte, puisqu'ils auraient au moins eu, même si le tribunal avait rejeté, mais ils auraient présenté un dossier en bonne et due forme, en disant voilà le dossier accablant des militaires français de l'opération turquoise.
ou ceux qui auraient été aveuglés entre 1990 et 1994. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà le dossier sur la table. Mais je me rends compte qu'aucune juridiction internationale n'a reçu de dossier contre la France. Je me rends compte que le fameux aveuglement de François Mitterrand et le reste n'a jamais existé dans une juridiction internationale. Ça n'a existé que dans les rapports rwandais. Mais au moment de l'opération turquoise, il y avait des militaires du Sénégal, du Congo, du Tchad, etc. Il y a beaucoup de militaires. Et moi, j'ai discuté avec les militaires africains qui étaient dans l'opération turquoise. Ils ont vu beaucoup de choses de ce que faisait l'OFPR sur les populations civiles. Ces gens-là, ils ont refusé de parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais écoutez, si la France se tait, mais nous sommes qui pour venir dire que ce qu'on a vu est pertinent? Si les Français eux-mêmes se taisent devant des fausses accusations qui sont portées contre eux, mais nous ne serons pas crédibles. Et d'ailleurs, c'est la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Où les gens disent, mais Charles, si ce que tu dis est vrai, pourquoi les Français ne soutiennent pas ce que tu dis? Je parle des dirigeants français, parce que le peuple français a compris ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi les dirigeants français disent le contraire de ce que tu dis? Vous voyez? Pierre Péan aussi a dit la même chose. Il s'est retrouvé dans la même configuration. Si Péan a été traité dans ce pays comme le dernier des journalistes sur le dossier du Rwanda. Acclamé sur l'affaire Moulin, acclamé sur la biographie de Mitterrand, célébré dans de nombreuses enquêtes sur Le Monde, sur TF1, qui étaient des enquêtes très difficiles. Et c'est sur le dossier rwandais qu'on traîne Péan devant une juridiction française parce qu'il a osé dire que les accusations qui sont portées contre la France sont fausses. Il y a un problème dans ce pays. Il y a un grave problème dans ce pays. Il faut que les gens s'interrogent. Qu'est-ce que ça veut dire, cette façon de faire? Donc, j'en ai discuté beaucoup avec Péan. Il en a gardé beaucoup d'amertume par rapport à la façon dont il a été traité, y compris par les médias français. Moi, je peux comprendre des gens qui sont jaloux, qui n'avaient pas la taille de Péan en matière d'investigation. Je peux comprendre que ceux-là lui en veulent, parce qu'ils n'ont pas la taille. Mais ceux qui comprennent et qui se rangent et qui hurlent avec les loups, ça, je ne comprends pas. Et les gens de bonne foi qui se taisent, qui savent que Péan a raison, mais qui n'ont pas le courage physique et intellectuel de s'opposer à ces accusations, je trouve ça indécent. Et il y a eu très peu de gens qui ont soutenu Pierre Péan dans le combat contre le Rwanda. Et ça, je trouve ça scandaleux. C'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai problème. Et là, je peux comprendre De Gaulle, ce qu'il a pu vivre en 1940, quand il fallait qu'il se batte seul pour redresser son pays, pour sauver son pays, pour s'exiler à Londres comme il a fait, aller en Afrique se battre et chercher des gens pour venir se battre pour son pays. Je ne suis pas en train de donner des leçons ou quoi que ce soit. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que je suis prétentieux, pas du tout. Je regarde le fil rouge historique. Et dans ce cheminement de fil rouge historique, je constate qu'il y a un certain type de comportement en France que vous ne retrouverez jamais aux États-Unis, que vous ne retrouverez jamais en Angleterre, que vous ne retrouverez jamais en Allemagne. Parce que les Allemands sont impliqués dans le dossier du Rwanda. Mais vous n'entendez pas un mot dans la presse allemande pour dénigrer leur pays. En France, il y a un problème. Et il va falloir que les gens examinent ce problème sérieusement. Surtout à un moment où les relations avec l'Afrique deviennent extrêmement délicates, extrêmement sensibles. Il va falloir que les gens se posent de vraies questions. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.